On le sait, l'affaire Dreyfus est un événement qui marque profondément, ça n'est plus à démontrer, qui n'est pas qu'une question de complot, d'invention démocratique, d'enracinement de la République, de réaction face à l'injustice et l'antisémitisme. C'est tout ça à la fois. Et autour de ces thèmes se polarisent et s'inventent de nombreux marqueurs de notre monde contemporain. Le moment de l'affaire Dreyfus impacte le champ intellectuel en le modifiant, en inventant un mode d'intervention de l'intellectuel dans l'espace public et médiatique. Mais il est vrai qu'on parle peu de l'influence de l'affaire Dreyfus sur le champ artistique. Pour les publications très récentes, Perrine Simon-Naoum a récemment livré un bel essai dans son dernier ouvrage intitulé « Les Juifs et la modernité » sur la manière dont l'affaire irrigue l'œuvre de Marcel Proust tout en l'effaçant dans ses références explicites. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, les artistes face à l'affaire Dreyfus, à l'occasion de l'exposition dont vous parlez, Sophie, cette exposition consacrée à Jules Adler, qui, on en reparlera, j'imagine, très rapidement, fut un Dreyfusard précoce. Alors, pour cette soirée, nous avons invité Bertrand Tillier, historien de l'art. Vous êtes professeur à l'Université de Paris 1 et vous avez publié en 2009, mais vous allez nous rafraîchir la mémoire, Les artistes et l'affaire Dreyfus, 1898-1908. On reviendra peut-être aussi sur ces effets de chronologie. Aux éditions Champvallon, vous êtes spécialiste des relations entre images et politique, entre autres. Philippe Auriol, à ma gauche, bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'affaire Dreyfus aussi et de ses acteurs tels que Bernard Lazare ou plus récemment Philippe Picard, auquel vous avez dédié un ouvrage. Vous préparez un dictionnaire de l'affaire Dreyfus, vous pourrez peut-être d'ailleurs nous en toucher un mot, puisqu'il y a eu des changements sur ce projet. Et vous tentez, sans relâche, de déjouer les récits confortables qui s'écrivent sur cette affaire Dreyfus. Alors peut-être pour commencer, puisque finalement on a assez peu d'images qui circulent encore aujourd'hui, évocatrices de ce moment graphique, de ce moment d'expression visuelle, de débat, de scandale, d'indignation. Pour commencer, Bertrand Tillier, comment s'exprime finalement, quelle est l'esthétique de ce moment de l'affaire Dreyfus? Quelles images pourrait-on sérier rapidement, en tout cas les plus saillantes, que l'on a oubliées aujourd'hui et qu'on n'utilise plus, en tout cas aujourd'hui, pour évoquer l'affaire Dreyfus? Je crois que votre micro, c'est mieux, surtout que c'est enregistré. C'est enregistré, alors je parle au micro. Alors, il y a deux questions, en fait, là, dans celle que vous posez. Quelle est l'esthétique de l'affaire Dreyfus, qui est une très vaste question, et puis quelles sont les images? Alors, on peut commencer par les images, peut-être, parce qu'au fond, ça va très très vite. Les images les plus... Celles qui sont restées dans les mémoires, celles qui sont aussi restées dans la postérité de l'affaire, qu'on peut mesurer, par exemple, je m'étais amusé à le faire pour un autre travail que ce livre, à travers les manuels scolaires, le recours à l'illustration dans les manuels d'histoire. Les deux images qui ressortent très nettement, c'est évidemment la fameuse image de la dégradation du capitaine, cette image qui est une gravure d'illustration de presse. Donc avec la rupture du sabre. Avec la rupture du sabre et donc la dégradation. C'est évidemment l'image presque emblématique et on comprend pourquoi, à la fois par la scène qu'elle représente, mais aussi par sa dimension extrêmement froide et spectaculaire, tout en se voulant une image informative. Et puis, l'autre image, c'est évidemment la caricature de Carandache montrant un repas de famille en deux séquences. N'en parlons pas, ils en ont parlé. Donc, à la réaction de la salle, tout le monde la connaît, je ne vais pas plus loin dans l'exphrasis. Donc, deux images parues dans la presse. Deux images de presse. Alors, c'est une façon d'arriver à la deuxième partie de votre question. Des images de presse qui montrent évidemment que le rapport aux images pendant l'affaire Dreyfus se construit essentiellement dans la culture de masse et dans la culture médiatique, c'est-à-dire à travers des objets qui sont reproduits à un grand nombre d'exemplaires, qui sont diffusés de manière extrêmement intense et qui sont l'objet
de débats, de réponses, qui sont des tribunes, qui sont des interventions, comme on dirait aujourd'hui, et qui vont, dans certains cas, susciter des rebonds, des réponses. Je pense évidemment aussi au jeu entre les deux principaux journaux intégralement illustrés, quoiqu'à force inégale, pendant l'affaire, en tout cas pendant la période la plus vive de l'affaire, 98-99, c'est-à-dire le Psite de Forain et Carandache encore, et puis le Sifflet, édité par Stock, avec Ibels, Vallotton, Herman Paul. Donc, qui sont des journaux dans lesquels, ou à travers lesquels, des jeux de réponses, d'échos, se sont construits, de détournements, de citations se sont construits et ont contribué à nourrir donc ce qu'est aussi, en quelque sorte, l'affaire, j'ose pas dire ce qu'est surtout l'affaire, c'est-à-dire une espèce de territoire de papier absolument immense, de mots, de verbes, mais aussi donc d'images. Et du coup, évidemment, la question de l'esthétique de l'affaire Dreyfus, elle est très complexe et c'est très difficile d'y répondre parce qu'il n'y a pas de monolithisme de l'esthétique, sauf à considérer qu'il y a évidemment une sorte de pouvoir des images, de fonction agissante des images qui sont produites avec la vocation de choquer, de heurter les individus dans leur lecture, éventuellement de les convaincre d'un côté ou de l'autre, et de nourrir évidemment toutes sortes de stéréotypes. Parmi ces images que vous avez passées en revue, que vous avez regardées avec ce regard contemporain, y en a-t-il qu'on ne voit plus aujourd'hui et qui pourtant pour vous sont vraiment marquantes, frappantes, ou qui ont créé un moment particulier d'indignation ou d'intérêt, tout simplement, sans aller jusqu'à l'indignation, pendant l'affaire? Il y a tout ce qui se passe au salon de peinture, enfin de beaux-arts. Donc là, on n'est plus dans la presse, on est dans l'art plastique, on est chez les peintres. On est chez les peintres, chez les sculpteurs, chez les producteurs de médailles. Et là aussi, c'est tout un territoire d'intervention, de prise de position, où des sculpteurs comme un sculpteur comme Baffier, par exemple, va faire la médaille à Mercier. Il va l'exposer au salon qu'il utilise comme une tribune, comme un lieu où sa voix se fait entendre, ses positions se font entendre à travers cette médaille et l'hommage qu'il entend rendre à Mercier. Et puis, alors rappelez-nous ce qu'elle représente, cette médaille. Elle représente le profil de Mercier. C'est une dédicace à Mercier, à la valeur des combats qu'il a menés. Donc c'est une image totalement anti-dreyfusarde, nationaliste. Bon. Et puis il y a de l'autre côté Ibels, à nouveau, qui n'est pas simplement dessinateur, qui est aussi peintre, et qui va produire des tableaux qui sont des peintures d'histoire. Et on peut même aller jusqu'aux arts décoratifs. Je pense à Gallet, qui a été un grand dreyfusard, et qui, à l'exposition universelle de 1900, compose son envoi, son stand, autour de l'idée d'un four de verrier, qu'il appelle un four vengeur, où il installe toute une série de pièces, de verreries, de meubles marketés, dont l'iconographie, les détails, les dédicaces, intégrés dans le bois marqueté, intégrés dans la verrerie, composent une ode à la justice, aux valeurs de la République, et proclame l'innocence de Dreyfus. Donc c'est un autre territoire. Mais ce sont, j'ose pas dire des images, d'abord ce sont assez peu des images, mais ce sont des œuvres qu'on a souvent oubliées, contrairement à celles qu'on a évoquées précédemment. Mais même dans celles qu'on a évoquées précédemment, il y a des images qui sont totalement oubliées. C'est tout à fait symptomatique, par exemple, et significatif, que les souvenirs de l'affaire de Léon Blum s'ouvre sur l'évocation d'une image, qui est une image de Vallotton, représentant Dreyfus accueillant ses Donc enfants. une peinture, hein. Non, une gravure, un dessin de presse. Et cette image, pour Blum, c'est une image essentielle. C'est celle qu'il met il ne la reproduit pas, mais il l'évoque, il la décrit, et pour lui, c'est une image qui fait frontispice. Mais c'est une image qui n'est plus dans la mémoire de l'affaire Dreyfus. Donc on l'a entendu, Philippe Auriol, aujourd'hui on représente cette affaire comme une affaire qui n'aurait pas grand-chose à voir avec le monde artistique. Dans les manuels scolaires, on voit souvent les deux couvertures que vous avez mentionnées, les deux caricatures que vous avez mentionnées. Éventuellement, on voit la une du J'accuse de Zola.
Donc on voit bien comment ce moment de l'affaire Dreyfus a été interprété, en tout cas pédagogiquement, comme un événement essentiellement médiatique. Philippe Auriol, pour vous, quels sont, puisqu'on est dans cet établissement d'une galerie personnelle de la visualité de l'affaire Dreyfus, quelles sont les images les plus marquantes qui peut-être circulent moins aujourd'hui, voire plus du tout? Je vais répondre tout en rebondissant sur ce que vient de dire, Je vous en prie. Vient de dire Bertrand. Ce qui est tout à fait passionnant, en fait, c'est que à partir du moment où les gens s'engagent d'un côté ou de l'autre, qui représente d'ailleurs, contrairement à ce que dit le dessin de Carandache, une infime minorité de la population, parce qu'on a une immense majorité de la population qui ne veut pas entendre parler de l'affaire Dreyfus. La France n'est pas coupée en deux. En fait, il y a une troisième France qui est beaucoup plus importante. Il y a une question stratégique qui va se poser, qui est comment est-ce qu'on va mener le combat et avec quels moyens va-t-on mener le combat. Du côté anti-Dreyfusard, en fait, tout va se jouer sur l'immédiateté. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être capable de donner tout de suite en fait une information qui est une information qu'on va tirer à un nombre d'exemplaires absolument colossal pour inonder en fait le pays d'informations et imposer l'idée. Et on va utiliser des médias, des vecteurs, des supports qui sont des supports plus populaires et qui vont toucher plus rapidement les gens. Donc l'affiche, et à chaque fois, naturellement, on est dans l'illustration. La carte postale, c'est incroyable. Il y a à peu près, je sais pas, 1 millier de cartes postales. Le chiffre est absolument... le chiffre que je donne est complètement arbitraire, hein, mais il y a énormément de cartes postales qui sont à peut-être, en tout cas en France, à 99% anti-Dreyfusardes. Les cartes postales Dreyfusardes sont allemandes, italiennes, espagnoles, etc. Et les cartes postales sont de véritables médias à l'époque. Hein. Ah, tout C'est à fait, pas du tout l'usage qu'on en a fait par la suite de fait, souvenirs de vacances. Le mail n'existant pas, effectivement, les gens s'écrivent énormément et la carte postale est vraiment un support d'écriture. Donc on a l'affiche, on a la carte postale, on va avoir les chansons aussi. Là, je m'amuse à répertorier actuellement les chansons de l'affaire Dreyfus. J'en ai 380 pour le moment. Et sur les 380 que j'ai trouvés, il y a 4 Dreyfusardes et tout le reste est anti-Dreyfusard. Et là, l'illustration est encore là, puisque à chaque fois, on a des petits formats qui sont illustrés. Et je sais pas, je pense que vous le savez. On vend les chansons sur des feuilles de papier. Voilà, le fait divers est chanté dans la rue avec quelqu'un qui chante ou qui a un orgue de barbarie. Et en fait, les gens s'attroupent, chantent la chanson avec lui. Donc c'est toujours sur un air connu. En fait, on a à peu près 8 mélodies qui sont des mélodies récurrentes. Et les gens achètent le petit format qu'ils vont conserver. Et après, ça se chante en famille, etc. Et alors, donc, et sur ces chansons, on a à peu près, ce qui est complètement incroyable, 95% de chansons qui sont antisémites. Donc on a ça, on a l'affiche, on a la carte postale, on a effectivement le dessin de presse qui est plus anti-Dreyfusard que Dreyfusard pendant très longtemps, parce que les Dreyfusards, eux, font le pari de la mémoire, et leur idée à eux, c'est de communiquer en fait en passant par des vecteurs qui sont des vecteurs qui vont durer dans le temps. C'est-à-dire que eux font des livres. Avec Stock qui est derrière eux, l'éditeur qui va effectivement se ruiner dans l'affaire en éditant énormément. Et l'idée, c'est que demain, quand on se souviendra de l'affaire Dreyfus, il ne restera en fait que les ouvrages Dreyfusards. Mais on voit bien aussi les différences de rythme de circulation oui, bien sûr. Des propos. Oui, un livre, une carte postale. Voilà. Et un livre qui est tiré, par exemple, à 500 exemplaires, qui sont les tirages de l'époque, et on a les chiffres qu'on peut retrouver aux archives nationales. Certaines chansons ou certains placards, par exemple, le Merde énorme, tout à fait spectaculaire, qui est juste une affiche qui était apposée dans la rue et qui était la réponse à Zola après le J'accuse, est tiré à près de 4 millions d'exemplaires, avec des tirages qui sont des tirages renouvelés systématiquement, parce que l'idée, c'est qu'il ne manque rien. Et stratégiquement, c'est intéressant, parce que les Dreyfusards vont aussi utiliser de temps en temps ces outils. Mathieu Dreyfus, par exemple, va, et c'est comme ça qu'il va découvrir l'identité d'Esterhazy, faire une affiche qui donne l'écriture de Dreyfus et l'écriture du bordereau, avec juste ce titre qui est comparé. Et quelqu'un va passer devant et va reconnaître dans l'écriture du bordereau l'écriture d'Esterhazy, et c'est comme ça qu'on va le savoir. Donc il y a toutes ces choses qui sont intéressantes. Et il y a un dernier sujet qui m'intéresse particulièrement et qui rebondit sur ce que tu disais, c'est que si on a beaucoup de dessins de presse aussi à l'époque, et puis après je réponds, d'accord, si on a beaucoup de dessins de presse à l'époque, c'est parce que la photo existe, et que la photo est en train, on connaît tous les photos de Zola qui sont passées en grande partie en vente aux enchères, là d'ailleurs il y a très peu de temps. La photo est un art qui commence, une technique d'abord, et puis un art qui commence à se développer. Et c'est un truc que je montre à mes étudiants d'ailleurs qui est très très drôle. C'est-à-dire que le selfie existait déjà à l'époque, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde avait l'habitude de se faire photographier. C'était soit des formats carte de visite, soit des formats cabinet qui étaient plus grands. Et en fait, ces photos-là étaient des photos qu'on avait
avait l'habitude, quand on rencontrait quelqu'un et qu'on l'appréciait, de lui donner. C'est-à-dire qu'on s'échangeait ses photos, c'est-à-dire qu'on se faisait ses selfies. Et c'est amusant de voir que Zola, par exemple, en a fait à peu près une centaine différentes. C'est-à-dire qu'apparemment, soit il avait de gros besoins, et il avait peut-être beaucoup d'amis, soit il appréciait particulièrement. Il aimait passer devant l'objectif. Donc les photos de Nadar, de Pierre Petit, de Gershel, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les Dreyfusards, eux, ont utilisé aussi la photo comme moyen. Avec un album qui reprenait toutes les photos des Dreyfusards, mais aussi la possibilité d'acheter en fait les photos de tous les héros Dreyfusards. Et que les gens achetaient. Donc un jeu des 7 familles de l'affaire Dreyfus. Oui, enfin un jeu des 500 familles en fait, hein, parce qu'il y a énormément de photos. Voilà. Et alors après, sinon, les images qui restent, effectivement, elles disparaissent. Pourquoi? Mais ça, c'est un peu. Je parle pas du film de Polanski, hein, d'accord, mais il est tout à fait logique que le film de Polanski s'appelle J'accuse, parce que notre mémoire est une mémoire qui est assez pauvre souvent et très sélective. Et en fait, on retient quelques images phares. Donc on retient la scène de la dégradation, on retient effectivement le Caran d'Ache, on retient J'accuse, voilà. Et après, dans cette masse gigantesque d'images, tout a été oublié. Et après, pour les peintres, c'est vrai qu'un peintre comme Jules Adler, aujourd'hui, qui est pourtant tout à fait fondamental, est aussi oublié de la mémoire. Voilà. Alors moi, si je devais comme ça retenir quelques images, c'est pas forcément des images. Il y en a une que tout le monde, enfin, qu'on connaît tous en fait, mais que je trouve absolument spectaculaire, c'est la vérité sortant du puits de Bas-Ponsant, qui est d'une beauté absolue. Alors, décrivez-la. Eh ben, on voit une vérité qui sort du puits, donc l'image habituelle, et qui tient en fait une lumière. Donc c'est la lumière qui peut sortir du puits, et il y a derrière qui essaye de l'enfoncer dans le puits, si ma mémoire est bonne, le sabre et le goupillon, c'est-à-dire un militaire et un religieux catholique, et qui essaye d'empêcher la lumière de sortir. Et d'ailleurs, cette image de la vérité sortant du puits, on en a à peu près 300 versions dans l'affaire Dreyfus, parce que c'était systématiquement repris, parce que c'est un des grands symboles et une des grandes thématiques en fait. Voilà, mais sinon des images, il y en a beaucoup, et voilà, je sais pas en fait. Après, il y a quelques peintres que j'aime particulièrement, donc je suis content de les voir quoi qu'ils arrivent, mais je pense que voilà, quand Signac fait un tableau, il me plaît quoi qu'il arrive, donc en fait. Peut-être prenons l'exemple de Jules Adler, que vous avez revu récemment, notamment pour aider au colloque qui accompagnait l'exposition du musée. Racontez-nous peut-être, Bertrand Tillier, son parcours vis-à-vis de cette affaire. C'est un parcours peut-être un petit peu extraordinaire, parce qu'il s'engage très vite. Oui, alors c'est paradoxal, puisque Adler n'est pas une figure à laquelle on pense immédiatement. Évidemment, si on pense aux grandes figures d'engagement, on pense à Bernard Lazare, on pense à Zola, etc. Bon. On pense même à des anti-Dreyfusards qui vont très tôt faire acte de leur engagement et s'exprimer publiquement à travers la production d'écrits ou d'images et la publication de positions. Adler, dans ce jeu-là, si j'ose dire, il est en effet un personnage très secondaire. Alors, l'une des vertus de l'exposition telle qu'elle est présentée ici, c'est d'avoir beaucoup mis l'accent sur cette part de la personnalité d'Adler, d'avoir montré, d'avoir isolé les différentes pétitions qu'il avait pu signer et qui montrent à quel point il est intégré dans les sociabilités dreyfusardes. C'est aussi le fait que son atelier de la rue de Malte, donc aux abords de la place de la République, sert de réunion, de lieu de réunion, on le sait, pour un certain nombre de groupes de militants dreyfusards. Donc l'atelier d'Adler fait partie de cette géographie de la mobilisation en faveur de Dreyfus, et cela très tôt. Le paradoxe, c'est qu'Adler ne produit pas d'images dreyfusardes, ne produit pas de tableaux dreyfusards, alors que par ailleurs il a produit et il produira des tableaux qu'on pourrait dire, j'aime pas beaucoup cette notion, mais allons vite, même si on a un peu de temps, des tableaux engagés, c'est-à-dire des tableaux à caractère social, des tableaux en faveur de la République, des tableaux qui marquent aussi un engagement esthétique. Je pense à son grand tableau Léla de 1897, dont l'iconographie s'appuie
sur le naturalisme de Zola. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui prend, en quelque sorte, date, hein, qui prend des positions qui sont des positions très, très marquées, mais il ne prend pas de position. Il prend pas de position à travers sa peinture, en tout cas, de position explicite en faveur de Dreyfus, au point de produire une œuvre, de produire un tableau ou des dessins, parce qu'on peut aussi imaginer, hein, il y a des artistes comme Luce, par exemple, qui sont plutôt des peintres, pointillistes et demi, toi c'est Signac, moi c'est Luce, mais qui publient aussi des dessins dans la presse, à la faveur de l'affaire, c'est-à-dire pour répondre à la nécessité de cette production d'images qu'évoquait Philippe à l'instant. Donc rien chez Adler et rien. C'est un soutien des actions. Voilà, c'est un soutien des actions. En tant qu'artiste, mais pas comme artiste. Voilà. Donc il s'engage comme citoyen, mais pas comme artiste, en quelque sorte. C'est peut-être là, d'ailleurs, une des questions centrales de vos travaux de recherche sur ces artistes face à l'affaire Dreyfus. La question qui va se poser pour les Dreyfusards ou les anti-Dreyfusards, c'est-à-dire comment intervenir et comment cela interroge la posture de l'artiste dans cette France de la toute fin du XIXe siècle. Oui, et là on revient en quelque sorte à votre première question, celle de l'esthétique. Je rebondis. Je ne perds pas le nord, effectivement. On va passer notre soirée à rebondir, on va ressortir plus svelte. Je pense à ce que tu disais sur le tableau de Debat-Ponsant, qui sera offert à Zola. Ambroise Vollard, dans ses mémoires consacrés, donc Ambroise Vollard était un collectionneur, un marchand, qui a beaucoup soutenu la peinture moderne, donc l'impressionnisme et les post-impressionnismes. Ambroise Vollard décrit une visite dans le chapitre qu'il consacre à Cézanne, qui était un des peintres qu'il vendait dans sa galerie. Il consacre quelques pages à l'évocation d'une visite à Zola qu'il va voir donc, pour recueillir un témoignage sur la jeunesse de Cézanne, puisque Cézanne et Zola ont été liés dans leur jeunesse, très liés dans leur jeunesse aixoise, et il passe dans l'appartement devant ce grand tableau de Debat-Ponsant avec la vérité sortant du puits, et Zola soupire, comme si cette grande tartine lui était au fond insupportable, comme s'il avait été contraint de l'accepter, mais qu'esthétiquement ça ne soit pas son goût. Et on voit comment, évidemment, s'opère là une conjonction, une confrontation esthétique extrêmement dure entre Debat-Ponsant, qui a produit une image dreyfusarde avec évidemment allégorique, etc., avec évidemment une volonté historique et testamentaire, et puis la peinture de Cézanne, qui est une peinture de la modernité, donc de la rupture avec la tradition, mais faite par un artiste qui lui-même est un anti-dreyfusard, un bigot de premier ordre, un nationaliste, donc quelqu'un dont les valeurs ne sont pas exactement celles que Zola a défendues au moment de l'affaire. Donc on voit comment les choses se dessinent pendant l'affaire, comment tout cela se lézarde aussi, comment se redistribue un certain nombre de cartes, et ce qui pose difficulté en quelque sorte à l'historien au sens large, à l'historien d'art et à l'historien, c'est évidemment de se demander ce qu'on fait de ça, c'est-à-dire est-ce que être du côté de la modernité et être anti-dreyfusard, c'est condamnable, qu'est-ce qui fait problème, est-ce qu'on est du côté du droit, de la justice, mais en même temps on est un peintre académique, voilà, donc on a là des polarités qui se trouvent inversées et qui entrent en conflagration avec non pas l'écriture de l'histoire, mais l'écriture de l'histoire de l'art moderne. Philippe Auriol, vous voulez rebondir, puisque c'est le thème de cette soirée? Non, je ne sais pas si... Oui, je vais rebondir, oui. Ce qui est... Enfin,
La question de l'engagement, elle est intéressante et elle prend des formes qui sont complètement diverses et qui ont Et parfois... qui vont questionner d'ailleurs cette Tout à fait. société au sens très large des artistes. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, doit-on le faire? Oui, mais après aussi, la vraie question, et ça pour l'historien aujourd'hui, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle après, c'est de savoir en fait ce qu'il en est de cet engagement. C'est-à-dire, est-ce que le fait, par exemple, de signer une liste de protestations, c'est s'engager et dire les choses? Et c'est vrai qu'on a une vision un peu rapide parfois de voir les trucs. Par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui veulent s'engager, mais qui ne vont pas s'engager parce qu'ils vont discuter sur la manière dont le texte de la protestation a été rédigé. On a des gens qui vont s'engager. Il y a un petit poète qui me passionne tout à fait, que tout le monde a oublié aujourd'hui, et c'est pas grave en fait, parce que c'est pas un très bon poète, mais c'est un type assez admirable à côté de ça, parce que c'est quelqu'un qui est au centre de tout. C'est un agent littéraire, en fait. C'est pas un métier, hein, d'accord, mais c'est quelqu'un qui, en fait, dans son histoire très particulière, a fait qu'il a rencontré tout le monde. Donc il était aussi bien ami avec Rimbaud qu'avec Léon Bloy, qu'avec Laurent Taillade, c'est-à-dire toutes les grandes figures du siècle. Et en fait, c'est un petit poète symboliste qui ne parvient pas en fait à s'imposer comme poète symboliste. Et il récupère le filon qui est le filon d'Aristide Bruant, c'est-à-dire le filon de l'argot. Il s'appelle Gabriel Randon, il devient Géant Rictus et il devient poète de cabaret. Et en fait, lui, il ne veut pas faire ça. Il n'aime pas ça. Ce qu'il veut faire, c'est de la poésie symboliste. Mais comme il est l'inventeur de l'alexandrin de 24 pieds, c'est un peu compliqué. Il est juste mauvais, en fait. Donc, ce n'est pas possible. Et il est anti-Dreyfusard. On a son journal intime. Donc, c'est juste parfait. On a un journal intime qui fait 48 000 pages. Donc, en fait, on sait toute sa vie. 1897-1933. Il écrivait en vivant, littéralement. Tout le temps, oui. Ce qui fait qu'il ne peut plus écrire, en fait, parce que le fait de tenir son journal lui prend tellement de temps qu'il ne peut plus rien faire d'autre. Mais c'est vrai, c'est assez incroyable. Et en fait, il confie tout à ce journal qui est un peu un moyen, explique-t-il, de ne pas faire de choses qu'il regretterait, puisqu'il est obligé de dire la vérité à son dière. Et ce qui est assez curieux comme motivation. Et en fait, il explique qu'il a signé les listes de protestation alors qu'il est persuadé que Dreyfus est coupable et que de toute façon, il est forcément coupable parce qu'il est juif et que tous les juifs sont coupables. Mais il explique qu'il signe quand même. Pourquoi? Parce que c'est pour lui le seul moyen d'arriver à intégrer un groupe qui ne veut pas de lui. Donc voilà. C'est un calcul. C'est un calcul. Et en fait, la question de la stratégie littéraire, elle est aussi intéressante. Et il y a un certain nombre de signataires des listes de protestation qui, voilà, comme par exemple certains peintres vont faire des tableaux qu'on pourrait penser être Dreyfusards aujourd'hui, mais qui ne sont que des peintures d'histoire, en fait. Et qui ne sont que des peintures qui représentent un moment et qui ne sont pas un engagement en soi. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. En revanche, quand quelqu'un comme Henri de Groux, par exemple, décide de parodier un de ses propres tableaux, qui est le Christ aux outrages, pour en faire le Zola aux outrages, qui est un vrai acte militant, là, et tellement militant d'ailleurs qu'il va se fâcher définitivement avec son grand ami catholique intégriste qui s'appelle Léon Bloy, là, on a un véritable engagement. Et pourtant, à côté de ça, Henri de Groux ne s'engage pas. C'est-à-dire qu'Henri de Groux n'a aucun engagement public. Voilà, donc il y a la liste de protestation où on va se noyer dans la masse et où les raisons sont parfois un peu bizarres. En plus, parfois, on se trompe de nom. Léon Blum signe la première protestation, mais c'est pas lui. En fait, c'est un autre, parce que Léon Blum agrégé, ben non, Léon Blum n'a pas l'agrég. Donc, c'est pas le même Léon Blum. Il y a un autre Léon Blum. Et donc, voilà. Et après, il y a la prise de parole personnelle et publique avec une lettre ouverte ou quelque chose. Il y a la prise de parole privée, le fait d'écrire à Zola. On a tout le monde ou presque a écrit à Zola. Pissarro, par exemple, lui écrit tout de suite après le J'accuse pour. Voilà. Et après, il y a la vraie prise de position publique et il y a la vraie mise en danger, comme celle de Bernard Lazare, qui effectivement va mourir de l'affaire Dreyfus. Donc en fait, on a aussi une difficulté à bien comprendre ce qu'il en est. Et c'est vrai que la vision, voilà, par exemple, la libre parole, le fameux journal antisémite que tout le monde connaît, voilà, c'est un journal qui est important parce que c'est un journal effectivement qui a une grande influence politique. Maintenant, il tire à 30 000 exemplaires. Donc c'est aussi un journal dont l'audience est très réduite. Il a la bonne audience, mais une audience très réduite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à avoir une lecture biaisée si on va un peu trop vite. Et il faut vraiment arriver à rentrer dans la matière. Bertrand Tillier. Vas-y, discute, rebondis. Je rebondis à nouveau. Non, deux choses. Cette question des traces, c'est-à-dire comment on utilise des traces. Quelles sont exactement les traces? C'est une question abyssale et absolument passionnante. J'en ajoute une, j'en verse une au dossier, qui est celle de Cézanne abandonnant le portrait de Gustave Geffroy qu'il a commencé. Parce que ça lui est insupportable de faire poser Geffroy et de l'entendre parler de l'innocence de Dreyfus. Voilà. Comment est-ce qu'on mesure ça? Bon, si on n'a pas un document annexe... Là, en l'occurrence, vous l'avez. Ou des documents, oui, mais qui...
sont pas du tout des documents publics, c'est-à-dire c'est en croisant des sources, et ça c'est le travail de l'historien, en croisant des sources, on arrive à recomposer en quelque sorte ça. Mais vous voyez, c'est une trace, comment on dirait, en creux. C'est par ce qui manque qu'on arrive à recomposer les choses. Sur la libre parole, oui, petit tirage, évidemment, par rapport aux journaux dits millionnaires, c'est-à-dire qui tirent à 1 million par jour. Les journaux de la presse populaire, mais il y a aussi quand même cette pratique journalistique qui consiste à reprendre des extraits dans la presse. Donc, oui, l'audience de la libre parole, on peut pas. C'est-à-dire à citer, à faire des citations, à faire à commenter, quasiment des articles entiers de absolument. citations. Oui, ou à reprendre des fragments, à discuter. Voilà, donc la presse, en particulier la presse dite locale, c'est-à-dire la presse non parisienne, la presse régionale, tout cela se nourrit évidemment beaucoup aussi de ce travail. C'est du rédactionnel facile, qui coûte pas cher. D'ailleurs, généralement, c'est pas signé, etc. Et tout ça contribue en tout cas à renforcer évidemment ou amplifier l'audience d'un journal qui, comme la Libre Parole, en dépit de son petit tirage. Non, certainement, mais l'idée c'était de dire aussi que, on peut prendre un autre exemple qui est absolument extrême, il y a une petite revue qui est tout à fait intéressante, qui est une revue anarcho-symboliste, qui était animée en partie par Bernard Lazare, que tu connais bien, qui s'appelle Les Entretiens politiques et littéraires. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé la correspondance entre Lazare et Vielle-et-Griffin, qui sont les deux animateurs de la revue. C'est une revue aujourd'hui qui est citée absolument partout comme une revue absolument importante. Il y a 10 abonnés et elle se vend à 16 exemplaires. C'était l'audience, en fait. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on voit cette revue qui est juste admirable. Conçue pour devenir une pièce de musée. Voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, quand on parle de l'audience de cette revue, en fait, elle n'existe pas. Elle est élue en plus par la famille, quoi. Donc, elle se vendait dans l'immeuble. Et voilà. Cela dit, il y a une grande différence entre l'audience des journaux et puis l'audience des revues c'est sûr. Qui sont voilà. pas dans le même... mais voilà, non, mais c'était juste, en fait, pour illustrer le fait que notre vraie difficulté aussi, c'est de savoir ce qui est engagement et ce qui ne l'est pas. Après, on discute le mot engagement. Et puis après, il y a aussi, moi, une question qui me passionne, c'est le non-engagement. C'est pourquoi, voilà. Et par exemple, on connaît tous cette histoire si on a lu les souvenirs de Léon Blum, et pourtant, ça semble choquant, mais en fait, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'un des premiers auxquels va penser Léon Blum quand il s'agit de signer les listes de protestation, c'est Maurice Barrès. Et pourtant, Maurice Barrès est déjà l'inventeur du national-socialisme, parce qu'en fait, il parle de ça, de national-socialisme, qui n'a naturellement rien à voir avec l'autre derrière, même si finalement, en fait, ça procède de la même chose. Et il est déjà l'animateur dans son journal au moment du boulangisme de toute cette mouvance antisémite autour de lui, etc. Et pourtant, Léon Blum va le voir. Pourquoi est-ce que Léon Blum va le voir ? Il n'y a aucune raison qu'il soit Dreyfusard. Mais si, en fait, il y a toutes les raisons qu'il soit Dreyfusard, parce que c'est le prince de la jeunesse, qu'il est le héros de toute la génération symboliste et qu'il n'est pas possible qu'il ne soit pas avec eux. Même s'ils pensent de l'autre côté. Ils vont voir Henri Rochefort aussi, qui est antisémite depuis très longtemps, mais comme c'est un des hommes de la Commune, il n'est pas possible qu'il soit de l'autre côté et tout. C'est tout à fait passionnant, en fait. C'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi évidentes que la plupart du temps, on le voit, mais ça, on le sait tous les deux. Et puis on peut parler de Rodin, oui. qui est, de ce point de vue-là, aussi tout à fait passionnant. C'est-à-dire que Rodin, autour du scandale du Balzac, commandé donc par la Société des gens de lettres, alors présidée par Zola, produit cette sculpture que vous connaissez tous, qui est installée au croisement du boulevard Raspail et du boulevard du Montparnasse. Bon, dont on a dit, pour aller vite, que c'était une sorte de sac de plâtre séché sur place et qui n'avait pas d'autre vocation que de faire accoucher prématurément les femmes quand elles le voyaient. Oui. Avec beaucoup d'élégance. Avec beaucoup d'élégance, mais la critique d'art, quand elle est très violente et très négative, est très intéressante. Cette statue, elle va susciter un engouement très fort chez les journalistes et les critiques d'art de la modernité, de l'avant-garde, qui vont donc orchestrer une grande campagne de pétition, une grande campagne de presse pour soutenir l'œuvre de Rodin. Or, dans les rangs de ces pétitionnaires, il y a beaucoup de ceux qui seront des Dreyfusards. Donc leur réflexe dont parlait Philippe, c'est d'aller voir tout de suite Rodin en disant « Cher ami, cher maître, signez ». Et Rodin ne signe pas. Alors, Rodin va passer toute l'affaire Dreyfus en fait à naviguer entre les deux, à être proche
Clémenceau, de Gustave Geffroy, de Jeanne Carrière, qui sont des Dreyfusards, mais en même temps fréquentant les salons de la droite nationaliste. Mais est-ce que ça n'est pas lié aussi aux nécessités, peut-être même vitales, de la vie d'un artiste, c'est-à-dire entretenir une sociabilité, mais une mondanité la plus large possible, pour s'assurer de pouvoir subsister en vendant simplement ses œuvres le plus longtemps possible, en espérant évidemment ne pas passer de mode ou de ne pas sortir du goût du moment. Mais on parlait de calcul, on parlait d'intensité, d'engagement, la prise de risque aussi pour un artiste. À ce moment-là, un artiste, le statut de l'artiste engagé est encore en construction au XIXe siècle. C'est quand même quelque chose de fragile. Je ne dis pas que je comprends cette posture de calcul, mais pour essayer de clarifier un petit peu ce moment-là et de comprendre peut-être certains arguments sans y adhérer, il y a peut-être cette dimension du marché, tout simplement, qui menace aussi la carrière de ces artistes. Très vaste question. Oui. Mais disons, la figure de l'artiste citoyen, elle existe depuis David et la Révolution française. Donc on a déjà vu, on l'a vu ensuite en 1848, en 1848, en 1871 avec Courbet, par exemple, qu'il a payé cher, en effet. On a vu des artistes s'engager politiquement, du côté de la Révolution, du côté d'une cause, tout simplement. Sans se poser véritablement ce genre de questions. Donc on peut imaginer qu'évidemment, au moment de l'affaire Dreyfus, d'autres artistes soient entrés dans cette démarche, avec peut-être d'ailleurs en tête ces modèles, ces figures d'antériorité, en se disant je peux être un artiste citoyen et donc porter ma voix pour un combat. Ce qu'il faut aussi voir, je repense ce que tu disais sur la relativité des très petites revues qu'on regarde autrement aujourd'hui, que peut-être on est tenté de surévaluer par rapport à leur position dans le champ au moment des événements. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des artistes dont on parle sont des artistes qui ont des positions parfois très fragiles économiquement. Cézanne... Heureusement que c'est un fils de banquier, parce que sinon, sa peinture ne lui rapporte pas beaucoup d'argent. Rodin, c'est un sculpteur déjà beaucoup plus établi, mais la sculpture, c'est très cher. Donc peut-être que là, en effet, il y a quelque chose de l'ordre de la prudence qui joue, qui intervient. Mais je ne crois pas qu'on puisse réduire les choses à ça, parce qu'une fois encore, il y a beaucoup d'artistes qui vont et qui n'occupent pas des positions solides, confortables, qui les protégeraient, qui vont produire des dessins. Luce, par exemple, c'est un artiste qui expose, qui vit relativement de sa peinture. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à produire des dessins dans la presse, qu'il va signer d'ailleurs sans recourir au stratagème d'un pseudonyme protecteur, par exemple, de son identité, et qui va donc s'exposer. S'exposer, ça veut dire s'exposer évidemment à ceux qui ne partagent pas les mêmes positions politiques que lui. Mais si on va se faire un petit tour chez Bourdieu et qu'on reprend en fait pour les artistes qui est valable pour les écrivains dans la typologie qu'il a pu établir sur le champ dominé et le champ dominant, on l'a aussi là. C'est-à-dire qu'en fait la plupart, rares sont ceux qui font partie du champ dominant, qui sont en place, etc., qui vont aller de ce côté-là. Luce est avant tout un peintre. Qui vont aller du côté du dreyfusisme. Ils vont aller du côté du dreyfusisme. Il y en a très très peu. Alors c'est vrai qu'après il y a l'exemple de Zola un peu particulier ou l'exemple d'Anatole France. Maintenant, Zola, effectivement, c'est l'écrivain qui, à ce moment-là, vend le plus de livres en Europe, et peut-être même dans le monde d'ailleurs, mais c'est celui qui ne parvient pas à intégrer en fait, les sphères supérieures que peuvent être l'Académie française, 19 présentations, 19 refus, et qui, effectivement, n'est pas dans le groupe. Voilà. Et si on prend l'exemple de Maximilien Luce, que j'aime peut-être autant que Signac, mais pour d'autres raisons, il est avant tout militant anarchiste aussi à ce moment-là. Donc il fait aussi partie de cette frange, de cette marginalité qui fait que. En fait, ce sont des... bon, évidemment, Bourdieu, la théorie des champs, les dominants et les dominés, mais je veux dire, il faut aussi prendre en compte le fait que ces artistes évoluent dans des micro-sociabilités, et que ces micro-sociabilités jouent dans la manière dont ces réseaux
se mobilisent et se constituent. On peut prendre l'exemple inverse. Tous les grands peintres académiques qui, dans leur cursus honorum, ont reçu à peu près tout ce que le système académique peut produire en termes de distinction, de médailles, de reconnaissance et de postes symboliques. Ils sont l'objet d'interviews, comme par hasard, c'est eux qui sont là, ils sont l'objet d'interviews sous la forme visite au grand peintre par la presse anti-dreyfusarde. Et c'est évidemment une façon de les mettre en scène, ça épouse la pratique, l'habitus de la visite d'atelier ou de la visite au grand écrivain. Mais on voit très bien, d'ailleurs ça se lit assez vite, hein, les 50 premières lignes de la colonne, on peut les passer, c'est d'une banalité confondante, c'est un tissu de stéréotypes, de lieux communs les plus éculés sur la vie d'artiste, et d'ailleurs souvent c'est pas du tout conforme à ce qu'est leur statut social à ce moment-là. Et puis on arrive au cœur de l'affaire, si j'ose dire, c'est-à-dire la position anti-dreyfusarde qu'ils vont prendre. Et là on voit que c'est en effet un champ, en quelque sorte, enfin, ils appartiennent à un champ dominant, et c'est aussi une sorte de micro-réseau qui les constitue en tant que communauté et qui joue avec l'effet de masse. L'effet de masse, puisqu'on les retrouve, c'est une rubrique, une fois par semaine, etc. Est-ce qu'on voit aussi peut-être dans ces prises de position, la série d'articles dont vous parlez, Bertrand Tillier, n'a pas l'air passionnante, donc j'imagine que c'est pas là-dessus qu'on va s'appuyer pour la suite de cette discussion, mais est-ce qu'on voit peut-être se déployer aussi une forme d'argumentaire du côté des Dreyfusards, mais peut-être aussi des anti-Dreyfusards, sur la question de cette République en construction et des valeurs qu'elle doit porter. C'est-à-dire, vous évoquiez tout à l'heure la figure de l'artiste citoyen. Voilà, justement, il y a de nombreuses manières d'être citoyen aujourd'hui, mais aussi en 1898, lorsque vous commencez votre analyse, Bertrand Tillier. Voilà, cette affaire Dreyfus, est-ce un observatoire aussi de cet engagement des artistes dans une construction républicaine et sociale? Pour les artistes, assez peu. Là encore, déception. Question de source, si j'ose dire, c'est-à-dire les sources font défaut pour qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose de significatif et d'emblématique. Mais non, c'est pas la préoccupation. C'est-à-dire mais il faut aussi voir que l'inscription publique des artistes dans l'affaire, qu'ils soient Dreyfusards ou anti-Dreyfusards d'ailleurs, elle s'articule autour d'un dispositif qui consiste essentiellement à solliciter les artistes et non pas à répondre, ou très peu à répondre à leurs demandes, à leurs propositions. Et donc, d'emblée, si j'ose dire, leur intervention, elle est engagée, enfin, elle est conditionnée par ce qui est perçu comme une nécessité. Du coup, ça laisse assez peu de place, évidemment, à d'autres types de considérations, sauf dans un certain nombre d'articles publiés plutôt dans des revues, où l'on va s'intéresser en particulier chez les Dreyfusards, à la manière dont la question éthique de la vérité, de la justice, nourrit aussi leur démarche artistique. C'est-à-dire est une valeur, en quelque sorte, une valeur artistique. Mais vous voyez, c'est toujours assez loin de ce que vous posiez comme question, c'est toujours assez loin de ce type de préoccupation. Mais je pense qu'en revanche, au-delà du monde des artistes, les choses sont très différentes. Oui et non, parce que boum, rebondissons. Oui et non, parce que il y a la question de la République, en fait, elle va essentiellement se poser pour les gens qui sont contre et pour les gens qui veulent une autre République, c'est-à-dire une vraie République qui serait la République des origines, etc., etc. Revenons, enfin voilà, c'est ce qu'on va voir chez tous les gens qui tournent autour du socialisme révolutionnaire, de l'anarchisme, etc., etc. Là, un des leviers principaux, c'est plutôt la question de l'armée, en fait. C'est-à-dire que pour beaucoup,
aussi bien peintres qu'écrivains, mais aussi dans les gens qui vont s'engager du côté des savants, qui vont s'engager du côté des journalistes, des hommes politiques, qui pourtant, eux, devraient être particulièrement concernés par la question républicaine. On a effectivement beaucoup de gens pour qui enfin, il n'y a pas de Dreyfusards, en fait. Il y a des Dreyfusards et il y a des révisionnistes, si on veut faire simple. Alors, ce mot, maintenant, révisionniste, est devenu pénible, mais c'est celui qu'il faut employer. Maintenant, on peut employer négationniste pour les autres et ça va très bien comme ça. Les Dreyfusards sont ceux qui veulent la réhabilitation de Dreyfus, c'est-à-dire la réhabilitation d'un innocent. Les révisionnistes, comme Clémenceau pendant très longtemps, sont des gens qui n'ont absolument aucun souci de la question de Dreyfus. C'est-à-dire, peu importe que Dreyfus soit coupable et innocent, et d'ailleurs, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'une illégalité a été commise en 1894 et que la justice se doit de réparer son erreur, qu'aboutisse derrière une nouvelle condamnation ou alors une déclaration d'innocence. Et en fait, pour pas mal de gens, la question du droit ne compte plus du tout, en tout cas sur la question révisionniste, ne compte plus du tout à partir du moment où elle risque de mettre en péril l'arche sainte qu'est l'armée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler, en fait, pour cette raison-là. Et on voit beaucoup de déclarations de peintres. Alors, naturellement, tous les peintres militaires, là, bien évidemment, sont tous dedans sans même discuter. Mais du côté des écrivains, on voit aussi souvent ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas remettre en question ce jugement qui est celui d'un tribunal militaire, puisqu'à l'époque, il existe une justice militaire qui, comme le disait Clémenceau, est à la justice que la musique militaire est à la musique, et qui fait qu'effectivement, sur cette base-là, il n'y a pas de discussion possible. Donc on invente le concept de la chose jugée, qui est complètement pris à l'envers d'ailleurs, parce qu'en fait ça n'a jamais été ça, la chose jugée, et qui fait qu'on ne peut pas revenir sur le sujet, d'où les déclarations par exemple de Méline, qui est « il n'y a pas d'affaire Dreyfus, il ne peut pas y avoir Dreyfus, il n'y a aucune affaire Dreyfus en ce moment, parce qu'il n'est pas question de revenir sur cette affaire ». Et là, la question est vraiment importante. On n'est pas dans une France paranoïaque, comme on le présente souvent, qui regarde la ligne bleue des Vosges avec des larmes dans les yeux et qui pense que c'est en train un peu de se tasser à ce moment-là dans la population. Mais à côté de ça, l'armée, enfin voilà, c'est quand même l'époque où quand des militaires passent dans la rue, même pas en défilé, en fait, les gens enlèvent leur chapeau. Et quelqu'un qui n'enlève pas son chapeau se fait alpaguer par les autres parce que c'est inimaginable, quoi. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Parce que ça a bien changé. Ça a changé, oui. Et c'est ce qui fait qu'un tableau comme c'est ce qui fait qu'un tableau D'abord, on a plus de chapeau, c'est vrai. Comme celui d'Evenpel, qui est un peintre belge post-impressionniste, une sorte de Nabi belge, Henri Evenpel représente des militaires en goguette sur l'esplanade des Invalides, faisant la fête et étant un peu éméchés. Scène parisienne de la vie de la Belle Époque. Enfin, bon. Ce tableau a aussitôt été considéré comme un tableau Dreyfusard visant à salir l'armée, alors que l'intention d'Evenpel n'était pas du tout celle-ci. Mais ça montre aussi comment la réception des images, la réception des œuvres, même pour celles qui, dans le fond, sont un peu des œuvres indécises et ne visaient pas à prendre une position claire ou une position tout court, comment cette réception les attrape, les prend dans les filets de l'affaire et les y assigne à un camp ou à un autre. Oui, on entend bien aussi cette sensibilité exacerbée qui modifie peut-être les regards et les rend plus sensibles à des images qu'on aurait simplement pris pour une simple blague quelques années plus tôt, en dehors de cette affaire Dreyfus. Une fois justement sorti du moment, vous arrêtez en 1908 votre étude, parue en 2009, Bertrand Tillier. Parlons peut-être aussi de la postérité de ce motif de l'affaire Dreyfus. Là, je dépasse un petit peu votre cadre, mais il était peut-être plus compliqué d'évoquer directement l'affaire Dreyfus pendant qu'elle avait lieu, plutôt qu'après et au lendemain de la Première Guerre mondiale, même lorsqu'il devient possible, pour certains même désirable, de critiquer l'institution militaire républicaine. Alors, bon, moi je me suis arrêté en 1908 parce que c'est le moment aussi, c'est ce qu'on a appelé la dernière affaire Dreyfus, etc. C'est un peu la fin, voilà, des moments, en tout cas, voilà, des plus vifs épisodes qui composent l'affaire Dreyfus. Je voulais évidemment sortir de la période 98-99, même si elle est tout à fait centrale par rapport aux images
pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Mais je ne suis pas allé plus loin, même si en effet ça aurait pu être intéressant. Ce serait le sujet, par exemple, d'un bel article que tu pourrais faire, puisque tu travailles sur ces questions et que plus moi, sur la manière dont très épisodiquement référence est faite à, alors non pas, enfin si un peu à Dreyfus, au capitaine Dreyfus, mais surtout à l'affaire. En effet, après 1918, hein, dans l'entre-deux-guerres en particulier, avec des fortunes très, très, très diverses. Mais ce qui est intéressant, ça me traverse là l'esprit, c'est ce que dit Jean-Louis Forain, donc ce grand dessinateur de presse qui a été un peu un peintre impressionniste, proche de Degas, qui à un moment a failli être un grand peintre moderne, et puis qui est devenu un caricaturiste et un dessinateur de presse très, très acerbe, très anti-dreyfusard, très nationaliste, hein, qui s'est beaucoup engagé pendant la Grande Guerre et qui a aussi produit des dessins, des affiches par patriotisme, et qui, dans un livre d'entretien, qui est un peu un livre dont on comprend qu'il entend l'utiliser pour laisser là une sorte de testament spirituel et de légende, de sous-texte à son œuvre, il dit deux choses. Il dit, pendant la Grande Guerre, les Juifs se sont comportés de manière exemplaire. Et il dit une deuxième chose. Pendant l'affaire, sans doute, sommes-nous allés trop loin dans la violence graphique. Il parle en tant que caricaturiste. Donc, on comprend que ces deux citations ne se font pas suite, mais elles sont dans le livre d'entretien dans cet ordre. C'est-à-dire qu'on comprend donc que le filtre de la Grande Guerre a en effet modifié la manière dont Forain considère Dreyfus, l'affaire et les Juifs. Donc ça montre que de ce point de vue-là, la Grande Guerre est sans doute, j'ose pas dire une rupture, parce que je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est quelque chose qui interagit, qui rassemble filtre, aussi. Hein, ouais. voilà. Et puis il y a quand même, malgré tout, évidemment, tout ce qui revient dans les années 30 et qui flambe littéralement dans la presse nationaliste, la presse d'extrême droite. Notamment contre Léon Blum. Hein, si évidemment, on prend un contre exemple. Léon Blum, tout à fait, qui ressort là, et on rappelle, hein, dans cette presse-là, très nauséabonde, on rappelle le passé Dreyfusard de Blum, on rappelle la culpabilité de Dreyfus, parce qu'évidemment, il y a toute cette vieille droite épouvantable, nationaliste, est évidemment absolument convaincue que Dreyfus est coupable. Et ça ressort dans un certain nombre de dessins, et ça ressortira d'ailleurs pendant l'occupation dans la presse collaborationniste. Philippe Ariol, donc si vous deviez écrire cet article maintenant, tout de suite, alors, pour nous. En fait, je l'ai écrit, mais Je l'ai pas lu. Ouais. Mais bon, moi, je me suis penché sur cette question justement, et il y a quelque chose qui est très intéressant. Alors, le filtre de la guerre de 14, il est important, et c'est aussi un filtre mémoriel. C'est-à-dire que c'est un moment de mémoire qui va effacer un moment de mémoire. C'est-à-dire que la guerre de 14 est tellement gigantesque, tellement énorme, tellement folle, tellement etc., que l'affaire Dreyfus disparaît et était complètement écrasée par l'événement. Pour autant, on a des épisodes antisémites pendant la guerre de 14. Oui, sans doute, mais sans lien. Voilà. Après, l'antisémitisme, lui, de toute façon, il existe depuis le début, et il semblerait qu'on n'en ait pas fini. Donc voilà. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que l'affaire va disparaître en fait assez rapidement. Et on ne va plus en parler du tout. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours. Et l'idée, c'était d'essayer de voir en fait ce qu'il en restait sur les périodes successives. Et quand je suis arrivé dans la période de l'occupation, je me suis dit que j'allais souffrir parce que j'allais me taper toutes les plaquettes antisémites et tous les bouquins qui sont sortis, puisqu'il faut savoir de quoi je parle. Compagnonnage douloureux dans la recherche, parfois. Ouais, c'est sûr. Et maintenant, j'étais un peu excité parce que je me suis dit, je vais vraiment découvrir des trucs incroyables. Et j'ai vraiment découvert un truc incroyable. C'est qu'en fait, on ne parle jamais de l'affaire Dreyfus. Absolument
absolument jamais. Et là, la question, c'était pourquoi, en fait? Et il y a une vraie raison qui est que, naturellement, comme c'était contre l'Allemagne, enfin, l'affaire Dreyfus, en fait, c'est une histoire d'espionnage avec l'Allemagne, c'était assez difficile à récupérer à ce moment-là. L'autre raison qu'a montré Simon Epstein dans son livre qui s'appelle Les Dreyfusards sous l'occupation, bah, c'est que tous les jeunes Dreyfusards qui étaient encore en vie étaient tous des collaborationnistes actifs. Donc là, c'est un peu embêtant. Donc c'était difficile pour eux de revenir sur leur truc. Voilà. Et Ajalbert est un des seuls dans une revue à revenir sur, dans un article qui s'appelle Mes Juifs, Léon Blum, c'était le premier de la série, le titre est juste affolant, où en fait il présente ses excuses en fait d'avoir été Dreyfusard. Mais sinon ça disparaît. Et l'autre raison pour laquelle ça disparaît, c'est qu'en fait personne ne s'en souvient de l'affaire Dreyfus. C'est incroyable. Et par exemple dans la grande expo Le Juif et la France à Berlitz, l'affaire Dreyfus n'est même pas citée. Il y a un trou chronologique. En fait, elle disparaît complètement. Donc ça c'est quand même tout à fait étonnant. Et en fait, même dans l'entre-deux-guerres, en fait, on en parle très très peu, sauf du côté de l'Action française, puisque c'était la raison de vivre de Maurras. Et il y a une lettre qu'on connaît qui est absolument extraordinaire, qui est le jour de la réhabilitation de Dreyfus, donc le 12 juillet 1906. Maurras écrit à Barrès en lui disant « ça y est, ils ont réussi, abat les Juifs, nous allons la réviser, n'est-ce pas ?» Et en fait, il va passer toute son existence, parce que c'est devenu une obsession, mais il y a une pathologie très lourde là, à revenir sur l'affaire Dreyfus, mais tout le temps, et vous vous souvenez, à sa condamnation, le mot, quand il apprend son verdict, c'est juste de dire c'est la revanche de Dreyfus. C'est-à-dire que c'était sa raison de vivre. Donc eux n'ont pas arrêté, mais à côté de ça, l'affaire Dreyfus est très très peu présente, et surtout très peu présente à gauche, comme un véritable marqueur et un moment fort, en fait, alors que 48, la Commune sont là, mais l'affaire Dreyfus, en fait, n'est pas un moment qui revient. Et c'est assez étonnant, en fait. Alors, très expliqué. Chez le dessinateur Ralph Soupeau, il y a des choses sporadiques comme ça. Mais très peu, en fait, sur la masse de dessins de Soupeau, parce que j'ai aussi regardé du côté de la presse, et dans la presse, il y a très peu de choses. Parce que c'est un obsessionnel, donc il fait feu de tout bois, et puis qu'il y a cette culture Action française aussi.